Non, je ne veux pas dire que je suis satisfait. Nous avons progressé sur certains points. La prise de conscience que nous devons financer nous-mêmes dans notre organisation, même s'il y a des discussions, il y a au moins 27 États qui ont déjà intégré dans leur loi de finances, le 2%. Nous avons progressé aussi dans le fait que l'Afrique parle d'une seule voix, parce que très souvent sur les grands projets, nous avons parlé d'une seule voix. Et à Genève, lors de l'élection à la tête de l'Invest, toute l'Afrique francophone anglophone a parlé d'une seule voix, a agi comme un seul homme, et notre candidat a été élu. Donc, sur la crise du Moyen-Orient, par exemple, nous avons eu une position commune, l'Union africaine a une position commune qui est de combattre le terrorisme, le financement du terrorisme, mais de demander à nos frères de résoudre le problème de façon pacifique. Et donc, je pense que nous sommes. Et ensuite, le fait d'avoir créé des champions a permis aussi non seulement de prendre en main certains problèmes, mais de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cacophonie. Aujourd'hui, si on parle de l'immigration, c'est le roi du Maroc qui a présenté son affaire de route qu'on adopte et qui parle au nom. Quand on parle du genre, c'est le président du Ghana, etc. Quand on parle de la lutte contre les maladies précoces, c'est le président de Zambie. Mais, d'autre part, il y a des objectifs que j'avais pensé qu'on pourrait résoudre le problème de la crise de la Libye. On avait une feuille de route en janvier. On avait espéré qu'on arrivait à mettre un gouvernement d'identité en place avant la fin de l'année. On était même optimiste, peut-être mai, juin, on n'a pas réussi. La crise de Bangui continue. Nous n'avons pas encore pété les élections à Kinshasa, Congo-Kinshasa. Même si nous avons pu par nous-mêmes résoudre certains problèmes, la CEDEAO a pu résoudre le problème de la Gambie sans intervention sérieuse. La SADC a pu faire la même chose, etc. Mais nous n'avons pas réussi à résoudre. Mais aussi, ce n'est pas facile parce que l'Afrique n'est pas seule, même si vous voulez résoudre le problème par nous-mêmes. Il y a trop d'ingérences. Et les ingérences sont liées à des intérêts particuliers. Nous, on n'a pas d'intérêt, on n'a pas d'agenda caché. Notre agenda, c'est permettre à chaque État africain d'être en paix, de pouvoir se développer au profit des populations. Mais les grandes puissances ont souvent des intérêts, et comme ce n'est pas les mêmes intérêts, ce n'est pas toujours très facile. Donc, je ne peux pas dire que je suis satisfait. Bien sûr, en tant qu'ancien président de la FEANF, je suis content de défendre des idées que la FEANF a toujours défendues. Mais de l'autre côté, il y a des crises que nous n'avons pas pu résoudre. Et aussi, je pense que les chefs d'État ont de responsabilité, ça, c'est pas dans l'Union africaine. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus un syndicat de chefs d'État qui se couvre. On se parle franchement. Et comme l'a dit aussi le président du Ghana, même si nous critiquons nos partenaires, mais nous avons une responsabilité dans l'immigration des jeunes. Parce que si on avait réussi à donner du travail à ces jeunes dans leur État, ils n'immigreraient pas. Donc il y a une responsabilité pour le moment, l'incapacité des chefs d'État africains de trouver du travail, de mettre le travail qui les pousse à l'immigration. Donc là, notre responsabilité. Et Mme Merkel aussi m'avait répondu en disant nous avons une responsabilité, mais vous devez connaître aussi quand la femme d'un chef d'État africain va faire des courses aux Champs-Élysées, même s'il n'y a pas de courant, les enfants quand même ils savent, donc ça aussi ça contribue à l'immigration. Donc aujourd'hui nous sommes quand même arrivés à ne plus être concis, à se parler franchement et à reconnaître aussi nos erreurs, c'est-à-dire nos points faibles. Le fait que est-ce que nous mettons l'essentiel de nos ressources au profit des projets plus défavorables des femmes ou des jeunes, ou bien une bonne partie va au profit des minorités. Donc, si nous avons progressé sur certains points de satisfaction, mais on n'a pas réussi à régler certains conflits que j'avais espéré qu'on aurait pu régler pour de l'année. Et donc, Souri Traoré. Merci, Monsieur le Président, toujours dans le cadre de, parlant toujours de votre la présidence de l'UA, nous avons appris dans les couloirs que certains, notamment le président Ouattara, vous ont demandé de remplir et de rester encore comme... Bon, ça, c'est entre nous, laissez ça. Ça, c'est entre nous. Ça, c'est entre chef d'État, laissez ça. Ok, alors, d'accord, on va laisser ça. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le fait de créer ces vice-présidences, parce que c'est nouveau, est-ce que c'est une façon, c'était une façon peut-être de vous garder? Non. Vous savez, l'Union africaine a toujours eu un président et 4 vice-présidents. Ils travaillent avec eux. Mais aujourd'hui, vous savez, nous avons compris, nous avons regardé les insuffisances de l'Union africaine. D'abord, on prenait beaucoup de résolutions qui n'étaient jamais appliquées. Deuxièmement, on avait tous les sujets à l'ordre du jour. Et avec les ONG et tout le monde, et puis il y a beaucoup de gens qu'on invitait. On a décidé maintenant qu'on invite que les gens qui nous invitent. Si vous avez marqué, il y a la Ligue arabe et essentiellement 2 personnes, le secrétaire général des Nations Unies et le président Abbas. En dehors de cela, plus personne ne prend la parole en dehors des chefs d'État africains. Deuxièmement, les sujets sont limités à 2 ou 3. Et ensuite, on a l'esprit des ONG venir nous
nous envahir avec des débats inutiles. Donc, sur ce point-là, maintenant, pour aller loin, on a constaté que quand un président vient d'arriver, il lui faut du temps. Donc, dès qu'il vient d'arriver, pour qu'il soit efficace, on a imaginé la troïka, c'est-à-dire le président en exercice travaille tous avec le président qui va venir après. Donc, le président qui va venir après bénéficie de son expérience, et quand il arrive, il est déjà dans le bain. On a dit qu'il faut l'étendre. Donc, au sommet, il faut élire en même temps le président qui va venir. Donc, on a élu le président qui est en 2019, c'est-à-dire le président Sissi. Moi, j'ai travaillé avec Idriss Déby, le président sortant, et Kagame. Maintenant, nous allons travailler Kagame avec moi et avec le président Sissi. Donc, ça permet aussi, parfois, il y a des décisions importantes. Il est bien quand même de les prendre, de demander des avis. C'est pourquoi nous avons décidé d'étendre au chef des 5 régions, c'est-à-dire le président qui est en exercice de la CEDEAO, de la SADC, etc., pour que, lorsqu'il y a un problème important, comme par exemple, il y a la crise du Moyen-Orient, des chefs d'État, comme si on appelait les ambassadeurs, etc. Donc, il fallait quand même bloquer ça, il fallait se concerter pour avoir une position unique au niveau de l'Union africaine. Donc, c'est pour l'amélioration des conditions de travail de notre organisation, y compris au niveau de la commission. Les gens voyagent trop, et les dossiers ne sont pas étudiés, un peu de bureaucratie, et il y a des dépenses inutiles, tout ça, etc. Donc, si vous voyez des critiques de la SADC, c'était ça que, bon, est-ce que tout en augmentant, il ne faut pas déjà lutter contre certaines dépenses inutiles? Abouakar Kandé. Monsieur le Président, ma question c'est sur la politique nationale. Le 4 février prochain, les Guinéens vont choisir leurs élus locaux. Quel regard portez-vous sur non seulement la campagne sur le terrain, mais aussi l'état de préparation avec la CENI, Commission électorale nationale indépendante? Bon, moi, je m'occupe de la CENI parce que je finance. L'essentiel de mettre maintenant les élections locales, c'est vraiment pas, le rôle du président. Les élections locales, d'abord, le président ne peut pas intervenir, ni le candidat législatif. Donc, mon seul rôle, c'est de créer une situation pacifique, d'éviter qu'une élection se transforme en guerre. Donc, de demander à toutes les autorités de prôner la paix, de prôner la tolérance, etc. Parce que ce n'est pas une guerre. En dehors de cela, mon rôle du gouvernement, c'est de mettre à la disposition de la CENI des moyens matériels pour qu'ils puissent faire correctement. On oublie souvent que ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, c'est la CENI. Et l'opposition et les autres ont voulu. Nous avons voulu une CENI professionnelle. Ils ont voulu une CENI politique, de désigner des militants des partis qui sont actuellement n'aucune notion de une élection, ils vont d'abord, si les intérêts, ça les perd bien. C'est ça aussi l'inconvénient. Quand c'est une télé au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections avec une Sénat qui contrôle. Et en plus, le CENI coûte excessivement cher. Une élection, là, il y a eu la CENI, coûte 4 à 5 fois plus cher qu'une élection comme le Sénégal pour la Normandie. Mais bon, je pense que quand tout le monde fait tirer là les leçons, on verra qu'il vaut mieux avoir une CENI professionnelle, des gens dont c'est le métier, plutôt qu'une CENI politique, quitte maintenant, ou bien laisser le ministère de l'Intérieur organiser avec une Sénat qui contrôle, etc. Donc, ce que moi je pense, c'est seulement que l'élection se passe tranquillement et que nous avons d'ailleurs le rôle aussi des maires a beaucoup changé. Parce que nous ne voulons plus que les gens vendent des terrains de l'État, nous ne voulons plus qu'il y ait une certaine dilapidation du patrimoine national. Lamine Monument. Monsieur le Président, l'opposition dénonce le fait que nombreux parmi les membres du gouvernement soient en campagne à l'intérieur du pays. Que répondez-vous? Enfin, je pose une question. Est-ce que les membres du gouvernement sont citoyens ou pas? Est-ce que la Constitution interdit à un ministre de passer une campagne? C'est le président. Est-ce que vous voyez mon portrait quelque part? Est-ce que vous voyez mon portrait sur les élections? Mais un ministre, mais les gens critiquent. Je prends Sinlou. Sinlou ne faisait pas campagne au Fouta, il n'a pas été combattre Sirajou en disant jamais de position de gagnant à la Labé. Alors, eux, ils étaient Premier ministre et ministre, ils étaient tous sur la campagne, et mieux, ils menaçaient les fonctionnaires de leur ministère, ils les obligeaient à aller en campagne. Moi, je n'obligeais personne à aller en campagne. Mais les ministres menaçaient, ils obligeaient leur cas à aller en campagne, ils sont mal placés. Vous savez, l'opposition guinéenne a une maladie infantile congénitale. Ce n'est pas une opposition. Ce sont des gens, quand ils sont nommés par contre comme ministres, ils quittent, ils forment des partis. Un opposant, c'est lui qui se bat avec un programme, qui se bat pour arriver au pouvoir. Mais vous êtes au pouvoir parce que vous êtes nommé par un président, vous êtes Premier ministre et vous devenez politicien. Mais vous avez votre gestion. Comment ils ont géré? Ils ont géré pendant 20 ans. Si on a été 10 ans au gouvernement,
ministre de la Pêche, ministre des Transports, ministre de la le Premier ministre. Bon, demander son bilan. Alors c'est facile de dire que les ministres, parce qu'eux-mêmes, ils étaient à la tête des campagnes du PIP. Je pense que tout le monde se rappelle la campagne qu'il a menée contre le Fouta, quand on a dit, mais quand même, ne vient pas humilier s'il a eu dans son fier à laver. On sait ce qu'il a répondu. Mais les journalistes guinéens, votre tort, c'est que vous n'êtes pas cultivés, vous ne faites pas, je m'appelle à l'histoire, vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. La jeunesse n'empêche pas qu'on se cultive et qu'on connaisse l'histoire de son pays. Vous devez essayer de connaître l'histoire de votre pays. Vous ne pouvez pas éduquer les jeunes Guinéens quand vous-même vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Les jeunes Guinéens ont besoin de savoir qui a fait quoi dans ce pays, pour ne pas se laisser manipuler par des gens qui ont continué à mettre ce pays à terre. Aujourd'hui, dès qu'il y a coupure 1 heure ou 2 heures, vous sautez dans la rue. Mais moi, je me rappelle, on restait 3 mois sans courant. Quand le courant venait, les enfants sautaient dans la rue en ne tapant la main. Il y a une coupure de courant à Bamako, les gens sont avec des pancartes. Bamako, c'est pas courant. Et qui était là pendant ce temps-là? Et c'est qui met les enfants dans la rue pour dire qu'il n'y a pas de courant, etc. Mais ils étaient là. Quand moi je suis venu en Guinée, il y avait que 100 MW, même pas. Aujourd'hui, on est à Kalita, ça fait 240, 440. Soit qui va finir avant 2020, c'est 450. Amaria perd 300 MW. Koutamba, etc. Donc d'ici 2020, on arrive à 1000 MW. Ça dit 10 fois plus, en 10 ans 10 fois plus que la Guinée depuis la période coloniale. Mais qui gérait? C'est eux. Donc vous savez, moi, une opposition qui s'est battue et qui a créé un parti qui s'est battu avec un programme, oui, je respecte Sirajou, je respecte Bamoudou, je respecte Jean-Marie Doré, parce que c'était des gens qui étaient des opposants, qui se sont battus des opposants, pas des fabrications de pouvoir. Lamine. Oui, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de crise. Et ce matin, on était avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina qui a loué vos efforts à être auprès des peuples victimes de barbarie et sur le terrain, sur les foyers de tension, à les éteindre, mais ça se perpétue. Le secrétaire général de l'Union africaine a dit hier qu'il faut des sanctions ciblées contre des acteurs qui font ombrage, qui font obstacle à la paix. On estime que cela ne sera pas possible parce que les raisons qui amènent ces crises sont à la porte de tous les chefs d'État, notamment les élections et autres.